La démocratie était en marche, alors que l'espérance était déjà là, alors que la voie était tracée, alors que le peuple commençait à s'exprimer, la presse avait le droit de s'exprimer, la troisième puissance. Et malheureusement, le système de filature, le système de dictature vient rompre avec toutes les institutions. Il rompt toutes les institutions. La Constitution du 15 mars 1992, qui était votée à 95%, il a violé, il a supprimé simplement. Il va mettre en place, après son coup d'État, une constitution taillée sur mesure qui lui donne les pleins pouvoirs. Et il est le premier à violer la même constitution. Il ne la respecte pas. Au Congo, il n'y a pas de liberté. Au Congo, on ne peut pas parler. Au Congo, il y a des prisonniers sans jugement. Au Congo, il y a ce qu'on peut appeler la corruption qui ne peut pas dire son mot. Au Congo, la presse, les journalistes qui écrivent, on les met en tôle. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas écrire. Au Congo, la radio, la télévision nationale sont devenues une propriété privée de l'État congolais, donc d'une famille. Si vous n'êtes pas de cette famille, vous ne pouvez pas vous exprimer. Au Congo, sur le plan politique, les élections ne peuvent pas s'organiser de manière transparente. Lui, il contrôle tout le système électoral. L'organe qui gère les élections est sous son contrôle, sous le contrôle de l'État. C'est pour cela, moi-même, j'étais candidat en 2009 à l'élection présidentielle. Je suis allé au Congo, j'ai vu que les élections qui ont été organisées en 2002, la Commission européenne avait reconnu qu'il y avait beaucoup de fraudes, l'Union européenne et l'ONU, et qu'il fallait revoir le fichier électoral. Jusqu'à ce jour, ce fichier reste le même. Et les élections sont organisées sur la base de ce fichier. Donc, il continue à verrouiller tous les systèmes politiques. Au Congo, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Les armes qu'on achète en Chine, les armes qu'on achète en Corée, en Libye, aujourd'hui sont devenues les armes qui tuent les Congolais, qui font peur. Personne ne peut parler. Ces armes stockées dans des lieux secrets, connus de la présidence, le haut commandement ne sait même pas la nature des armes qu'il y a au Congo. C'est devenu une affaire de famille. Et ces armes, le 4 mars, les Congolais ont perdu des vies. Ils ont perdu des biens. Ils ont tout perdu. Ils sont morts. Aujourd'hui, on ne connaît pas le responsable. La raison du plus fort. On ne sait qui était à l'origine de stockage des armes et qui était à l'origine de cet incendie. Personne ne le sait. Au Congo, on peut tuer des compatriotes sans jugement. 350 Congolais qui quittent le Zaïre, qui quittent la RDC, parce qu'ils étaient réfugiés là-bas pour faire la guerre. Ils rentrent dans leur pays. On détruit leur vie. Et jusqu'à ce jour, on ne connaît pas le coupable. On ne connaît pas le responsable. Donc, l'insécurité au Congo ne peut pas dire son nom. Et personne ne peut prendre le soin de dévoiler ça, de parler, il n'y a pas de justice. La justice est verrouillée. Donc, que ce soit l'Assemblée, le Sénat, tout cela au service du pouvoir. Il n'y a pas d'exercice démocratique. Et vous avez un pays sur le plan économique qui ne vit que de pétrole. Le budget de l'État congolais, 70%, c'est le pétrole. 90% de fonctionnement, c'est le pétrole.
Donc les 20% qui restent, c'est le bois. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Et ce pétrole, aujourd'hui, sert des biens de famille, une propriété d'une famille, pour acheter les armes, pour acheter des villas à l'étranger, pour aller garder l'argent en Chine actuellement. Personne ne peut parler. C'est là au mépris de la population congolaise. Donc ce pays, il est malade. Il est malade aussi sur le plan social. Nous avons une nation qui est coupée des zones rurales. Les 90%, les 70% des Congolais sont à l'intérieur du pays. Ils vivent de misère. Ils n'ont pas d'eau potable. Un pays pétrolier. Ils n'ont pas d'infrastructure routière. Un pays pétrolier. Ils n'ont pas de santé, de système de santé adéquat. Ils n'ont pas, les enfants ne vont pas à l'école. Il y a un taux d'alphabétisme actuellement qu'on ne peut plus, en tout cas, comparer à un autre État dans ce XXe siècle. Les enfants sont à main du sort à l'intérieur du pays. Certaines écoles n'ont pas d'enseignants. C'est une situation réelle au Congo. Alors que nous avons le bois, on peut faire les tables bancs pour que ces enfants étudient dans des conditions adéquates, normales. On a l'argent pour pouvoir réhabiliter les structures sanitaires, réhabiliter l'intérieur du pays, faire des routes, investir. Il n'y a rien. Et nous sommes à genoux. Ce pétrole, les recettes ne contribuent pas à la préparation de l'après-pétrole. Le pétrole va finir. Et le Congo devient quoi? Le Koweït, ils ont su comment investir dans le pétrole. Le Qatar aussi, c'est pareil. Ils ont su comment investir. Ils ont diversifié les activités. Nous avons un pays qui ne connaît pas le tourisme. 0% du tourisme. L'industrie du tourisme crée des emplois. C'est un marché qui crée des emplois, qui attire les devises. Nous ne connaissons pas ça. Nous avons des cours d'eau. Le Congo est entouré de cours d'eau, des rivières. Les poissons mères du vieillard, c'est dans ce cours d'eau. On ne peut pas former les enfants pour pêcher. On ne peut pas former les enfants pour apprendre à devenir indépendants. Si ce n'est que la corruption, donner les 1000 francs CFA pour apprendre à tuer, à détruire. Le Congo, nous sommes un pays agricole. Mais le Congo n'exporte que 0%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas pensé à ce que l'argent des recettes du pétrole, on investisse pour diversifier les activités, afin que quand le pétrole ne sera plus... D'ailleurs, cette année, en 2013, la courbe a chuté et en 2012, la production pétrolière était très élevée. Ça, ce sont des données qui viennent directement du Total. De cette année, c'est la courbe de production a baissé. Alors qu'en 2012, avec des recettes pétrolières, on aurait pu investir, développer d'autres activités économiques, former les jeunes dans le domaine de la pêche, de l'élevage, puisque nous sommes un pays de savane. Former les jeunes dans le domaine de l'agriculture, puisque nous avons l'agriculture, nous avons des forêts, nous avons la plaine, nous avons de l'espace. Sur les 342 000 km², on a de l'espace. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Congo a de la place. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, fort de cela, devons-nous continuer à vivre dans ces conditions? Devons-nous faire du Congo une propriété d'une famille? Devons-nous continuer à subir sans mot, sans réaction? Après 32 ans d'exercice du pouvoir, avec un bilan calamiteux, je pense que la sagesse voudrait que M. Sassou tire des leçons, comprenne un homme sage que j'ai fait ce que j'ai pu. Il est temps que je m'en aille et que je laisse le flambeau aux autres. C'est ça la raison.
C'est ça aussi la sagesse. Alors, maintenant, au lieu de penser ainsi, il a mis en place dans le pays une constitution taillée à sa mesure. Et cette constitution, il veut maintenant la modifier. Il veut la modifier. Il veut la toucher, alors que c'est interdit. Parce que il a, dans cette constitution, il y a des articles qu'il a mis en place pour empêcher l'Issouba à l'époque de se présenter aux élections. Paul est là aussi. Parce que 70 ans, tu ne te présentes plus. Un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Mais il veut modifier pour rester un notable à vie. Faire du Congo un royaume. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. C'est pour cela que je ne parle pas d'opposition quand je parle de mon pays. Parce qu'on parle d'opposition lorsque vous avez un pouvoir démocratique qui accepte le jeu démocratique. On s'oppose par rapport à une vision, à des idées. Mais lorsqu'il y a un système tyrannique, oppresseur, qui est mis en place, on résiste. Parce que là, c'est la résistance face à la force du mal. Et si on résiste,